qu'il faut faire. Je vais en parler maintenant dans la suite de la conférence. Mais bon, on pourra aussi en parler ensemble. Je pense que ce qu'il faut faire surtout, c'est élargir le rapport de force. C'est-à-dire de faire en sorte que ce que je vous raconte ce soir, ou ce que peut raconter Verschave, soit entendu par des gens non convaincus, des gens qui ne sont pas a priori pas acquis à ces thèses-là, quoi. D'ailleurs, peut-être cette forme-là n'est pas du tout adaptée à un public non convaincu. Il faudrait peut-être chercher ensemble des formes de militantisme qui permettraient de changer ça, au moins un peu, quoi. C'est donc ce que j'ai essayé de faire après les toilettes sèches, là. Je dis, bon, je vais arrêter ça. Hein. Et donc, à Tours, on a monté une association dont l'objectif unique était de s'adresser à des non-convaincus. Peu importe le sujet, on s'en foutait, quoi. Hein, que ce soit le nucléaire, les rapports de genre, le foot, le rap, n'importe quoi, on s'en foutait. Juste, voilà, il faut inventer des méthodes, des trucs, des systèmes pour réussir à s'adresser aux gens non convaincus. Et je pense que le message principal que j'ai envie de faire passer ce soir, c'est ça, quoi. Ça me semble être ça. Alors après, comment il faut faire, j'en sais rien. J'aimerais qu'on en discute, voilà, qu'on puisse partager ça et que se développe, voilà, qu'on passe du temps à chercher un peu autour de ça, quoi. En tout cas, moi, avec mes quelques années de pratique, j'ai découvert quelques lois dont j'aimerais vous faire profiter ce soir. La première, c'est qu'à mon avis, il faut abdiquer sur les salles. Parce que si on fait un truc en salle, un débat dans une salle, une conférence, une soirée cinéma, peu importe, ne viendront que des gens déjà convaincus. Vous pouvez l'animer comme vous voulez, même si vous, dans votre salle, vous y prenez autrement, peut-être vous faites partie de ceux qui organisent des moments comme ça, vous allez vous rendre compte que ça va être très très difficile de faire venir des gens non convaincus, donc on s'est dit qu'il fallait abdiquer sur les salles, et que donc il fallait aller dans la rue, quoi. Parce que où trouver des gens non convaincus, l'espace public, en fait. Donc je pense que le premier truc à faire, c'est d'occuper l'espace public. C'est pas facile, hein. Donc, occuper l'espace public, ça veut dire, voilà, faire un truc qui ressemblera à ça, mais dans la rue. C'est pas facile. J'ai essayé, c'est pas facile. Hein. Alors au début, on a voulu mettre les gens à l'aise, par exemple. Donc on s'est dit, voilà, pour qu'ils aient le temps, qu'on prenne le temps de discuter, par exemple, on avait installé des canapés et des tables basses. Donc comme ça, les gens, ils vont être bien, quoi. Hein, il faisait beau, c'était une jolie place sur Tours, à l'ombre et tout ça, super chouette. 0 personne de toute la journée. Bon, on a compris après pourquoi, mais je veux dire, c'est pas évident quand on commence. Le truc qui se passe, c'est que si vous installez une table basse avec des canapés, si quelqu'un s'assoit là, et qu'il y a en face de lui des inconnus, donc des gens comme moi, hein, qui sont là, donc qui attendent, hein, qu'il y ait quelqu'un qui s'assoit dans le canapé, il se sent, comment vous dire, pas à l'aise, quoi. Voire même, pour être plus précis, prisonnier, en fait. Prisonnier, parce qu'une fois qu'il est assis, il ne pourra pas se défaire de vous facilement, il le sent, il ne vous connaît pas. Mais en tout cas, il sent bien que vous pourriez être un militant un peu pénible, militant ou pas, mais en tout cas faire des leçons de morale un peu longues, vous voyez, sur ce qu'il faudrait penser d'un sujet auquel vous supposez qu'il n'a jamais réfléchi, et qu'il n'est pas forcément là pour ça, quoi, pour se prendre un cours de morale ou une leçon sur ce qu'il faudrait penser d'un sujet. Et donc personne ne s'est assis, personne. Donc après, on ne s'est pas laissé abattre, voilà, c'est une école la rue, hein, c'est une super école. Hein. Donc on s'est rendu compte que si on mettait non pas une table basse, mais une table haute, à hauteur barre, d'un coup, il y avait des codes, hein, vous voyez. Là, tout le monde se sentait mieux, quoi. Hein. Et c'est con, là, du coup, les gens, ils restaient 1 heure, 2 heures à discuter. 2 heures, ils leur avaient fait de s'asseoir dans le canapé. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc on s'est rendu compte, voilà, première chose, occuper l'espace public. Mais ça suffit pas. Parce que si là, je commence une conférence comme ça, à mon avis, ça va pas accrocher beaucoup, je vais pas avoir de monde. Ils vont pas être nombreux en face. Donc on s'est rendu compte que le plus fort de ce qu'on faisait, ce qui peut-être faisait qu'on a réussi au final à créer des discussions, des rencontres un peu avec des gens non convaincus, c'était de poser ce qu'on a appelé un attrape-gens. Un attrape-gens, quoi. Alors on en a essayé plein, donc il y en a plusieurs qui marchent. Le plus simple, c'était une question en très grand format, une question un peu trash, quoi, en très grand format, avec des réponses que les gens nous donnaient, qu'on écrivait aussi sur des petites questions dans la rue, voilà. Et donc, du coup, l'attrape-gens, c'est que la personne qui passe, elle lit la question, et puis du coup, pas tous, mais 1 sur 2, vont venir lire les réponses des gens que les autres nous ont données. Et là, du coup, on a, je sais pas, 1-2 minutes, ça dure 1 ou 2 minutes, où si on ose, alors vous en pensez quoi? Eh ben, des fois, ils nous répondent, en fait. Souvent même. Souvent, ils nous répondent. Donc, on s'est rendu compte aussi que l'attrape-gens, il fallait être questionnant. Donc l'attrape-gens, on en a fait d'autres. Hein. Des fois, on a distribué
des portions de poule au pot. Voilà, on a fait un truc sur la poule au pot, donc, sur la malbouffe, là, plutôt que de faire un tract anti-McDonald's, hein, que seuls ceux qui étaient déjà contre McDonald's auraient lu, les autres ne l'auraient pas lu. On a offert une portion de poule au pot avec un tract, il faut sauver la poule au pot. Super rigolo. Et donc, une fois que les gens ont compris qu'on n'était pas la soupe populaire, ça a marché aussi. Donc, peut-être vous en avez d'autres aussi, des attrape-gens. On passait par là. Puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre truc là-dedans, c'était la bienveillance. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous parlez à des non-convaincus, dans le tas, il y a des cons, en fait, du point de vue d'un militant. C'est vachement pénible. Alors que là, je pourrais dire ça, moi, je me dis, oh, mais non, mais la science, ça va trouver une solution. Et au kill lui dit une fois, je continue, ah, mais non, mais au bout de 3 fois, c'est un peu pénible, quoi. Eh ben non, il faut être bienveillant. C'est-à-dire qu'il faut se dire que la majeure partie de l'opinion se forme par les médias de masse, hein, donc par la télévision, donc on ne peut pas en vouloir aux gens d'avoir un avis qui vient de la télé. Moi-même, à part peut-être sur le pétrole, j'ai pas mal d'avis qui viennent de la télé, parce que j'ai pas eu le temps de creuser tous les sujets de la Terre. Ce qui fait que voilà, y a plein de sujets sur lesquels on n'a pas le choix, on fait avec ce qu'on a comme information, on fait ce qu'on peut, quoi. Hein. Et donc si je suis un peu abruti sur certains sujets, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas de ma faute, et que c'était peut-être pareil pour ceux d'en face. Et que donc la logique, c'était que je n'étais pas là pour apprendre des choses aux gens dans la rue, mais pour apprendre des choses des gens. Qu'eux me disent comment ils pensent l'avenir, l'humanité, le progrès, les énergies, etc., etc. Et qu'ensuite, c'est à partir de ça qu'il va falloir partir, quoi. Hein. Donc ça, on s'est rendu compte que ça marchait bien comme posture, mais c'est pas facile, parce qu'en tant que militant, par exemple, si on tient un stand, vous savez, quand on tient un stand, là, par exemple, ça revient à peu près au même hein, que la table basse au milieu, hein, au début, quoi. Hein. Quand on tient un stand associatif, les seuls qui s'approchent du stand, c'est soit vos collègues, soit des gens de la même association qui sont là par hasard. Parce que tous les autres, ils ne vont pas oser s'approcher pour les mêmes raisons. Ils se sentent bien qu'on va leur dire une demi-heure sur ce qu'il faut penser d'un sujet. Ça n'a pas marché. Bon, donc une fois qu'il y a l'attrape-gens, qu'on a posé la question, qu'on est bienveillant, qu'on commence à discuter avec eux, au bout d'environ 2-3 minutes, ça devient surréaliste pour les gens d'avoir une discussion avec un inconnu dans la rue. Et là, petit truc derrière, on s'est rendu compte qu'il y avait le don. Le don de quoi ? On offrait un café ou une menthe à l'eau. Et en fait, ça marche un peu comme dans des cocktails, hein, avec du Cair Royal, hein, dont parle Franck. C'est-à-dire que si on est comme ça, dans la rue ou dans un espace public, on n'est pas bien. Hein, on se demande un peu ce qu'on a un peu coincé, on ne sait pas trop ce qu'on fait là. Mais si on est comme ça avec un verre à la main, là, ça va. On peut rester 10 minutes, un quart d'heure, on est bien. C'est logique. On est légitime à rester planté, debout, à peu près n'importe où si on a un verre à la main. Surtout rue de la Soif à Rennes, pour ceux qui connaissent. Saoulé au sens propre. Saoulé au sens propre, voilà, exactement. Et bien on faisait ça. Et c'est vrai qu'en plus, dans le domaine socio-culturel, donc tous ceux qui essayent de changer les mentalités, ils estiment que c'est pas bien, qu'il ne faut pas donner, parce que dans la vie, rien n'est gratuit, et qu'il faut au moins un prix symbolique pour que les gens prennent conscience que tout a un prix dans la société. De mon expérience, même en offrant un café, je me suis rendu compte que les gens savaient quand même que rien n'était gratuit dans la société, qu'ils n'oubliaient pas ce truc-là, quoi. Donc je pense que le don, c'est quelque chose aussi à développer. Et puis derrière, on s'est rendu compte que c'était de donner de la valeur à ce que les gens nous disaient. C'est-à-dire que je crois que si on veut s'adresser à des non-convaincus, c'est peut-être ça le plus pénible et le plus délicat, c'est qu'il faut s'intéresser aux gens, quoi. J'ai pas trouvé d'autre solution, en fait. Il ne faut pas que je vienne avec mon discours et faire « Ah, écoutez-moi, j'ai la vérité ». Non, il faut que je m'intéresse aux gens. Et donc, une bonne idée, c'est d'écouter ce qu'ils ont à me dire, d'en faire un petit panneau et de l'accrocher. Et là, il se passe un truc incroyable, c'est qu'au bout d'une demi-heure, dès que vous avez 20-30 petits panneaux qui sont accrochés, vous pouvez partir. Le débat va se faire tout seul dans l'espace public. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose là-dedans qui était énorme, quoi. C'était que moi, en tout cas, j'ai eu un sentiment d'exaltation incroyable, un peu comme le soir de la Coupe du Monde de foot, avec un 2-3-0. C'est rare les soirs comme ça dans une vie. C'est rare soir où on peut descendre dans la rue et parler avec n'importe qui, on a le droit, c'est possible. Alors après, ça peut m'attrister qu'on ne puisse le faire que quand la France gagne un match de foot contre le Brésil. Mais il n'empêche que cette soirée-là, on a pu le faire. Moi, je me suis rendu compte qu'avec ces petites techniques-là, je pouvais reproduire ça un peu au quotidien. Et ça donnait un truc incroyable aussi, c'était que militer devenait joyeux. Parce que quand vous voyez des militants de partis politiques, par exemple, devant le métro, qui font comme ça en distribuant des tracts, ça donne pas super envie de les rejoindre dans leur lutte. Et ça, c'est peut-être que mon avis, hein. Bon, alors après, est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? J'en sais rien. En fait, j'ai quand même une idée, j'ai une piste. Voilà. En fait, ce qu'il faut faire, en vrai, c'est créer un mouvement de masse. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc au final, si le mouvement de masse se crée avec des poubelles pleines de sueur, on saura que ce qu'il fallait faire, c'était des poubelles pleines de sueur. Si au final le mouvement de masse se crée avec ma conférence là, on saura que c'était ça qu'il fallait faire.
Mais si ça se crée avec autre chose, ben voilà, en fait, on ne le saura jamais avant. Et dans l'histoire, hein, si on étudie un peu les changements sociaux, etc., les révolutions, les transformations, ce qui a déclenché les mouvements de masse, ben, c'est très aléatoire, quoi. C'est très aléatoire. Ce qui fait que ben, moi, je continue à semer des graines d'énervement, des graines de révolution, des graines d'oignon, dirait Franck, en espérant quelque part voilà, que ça donne quelque chose au bout d'un moment, quoi. En tout cas, la mauvaise piste, alors déjà une première tentation, hein, c'est de se dire, bon, alors en premier, je vais continuer à en profiter le plus longtemps possible. À savoir, je vais d'abord aller en Amérique du Sud, nanana, faut que demain je me prends une entrecôte, etc., etc. Tentation légitime. C'est-à-dire, plutôt que de me priver tout de suite de la viande, je vais d'abord attendre que ça vienne tout seul. Ben oui, mais sauf que plus nombreux on sera à faire ça, et plus violent sera le choc. Mais bon, je comprends bien, hein, même moi, je suis tenté par ça. Alors, même plus que tenté, des fois, je le fais. En tout cas, il y en a d'autres aussi qui pensent qu'il faut se préparer dès maintenant, mais que ça ne va pas suffire. On se prépare dès maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire retourner le gazon de son pavillon pour y planter des patates, hein, enfin, grosso modo. D'essayer de vivre dans l'autarcie à petite échelle. Donc on a en Amérique, comme ça, des communautés qui se sont créées sur ce projet-là politique, c'est-à-dire de vivre en autarcie à toute petite échelle, sauf qu'ils ont rajouté une petite option dans leur autarcie, c'est de défendre avec les armes leur autarcie. Ben ouais. Parce qu'eux sont persuadés, là ça va tenir avec les prix, tout ça, nanana, mais dès qu'on va arriver dans le dur, là, dans 10, 15, 20 ans, comme eux pensent que politiquement on n'arrivera rien à faire au niveau mondial, que du coup c'est vraiment un scénario catastrophe, peut-être même sans doute pire que celui-là qui va se dérouler, alors, à un moment donné, des millions de hordes d'affamés vont s'abattre des villes vers les campagnes, à la recherche de nourriture notamment, et que donc ceux qui vont s'en sortir le mieux, ce seront ceux qui auront fait pousser des patates, qui les auront stockées, mais surtout qui sauront les défendre. Alors c'est débile, hein, je ne sais pas s'il faut passer du temps sur ça, donc évidemment c'est débile. C'est débile parce que, à petite échelle, je ne sais pas s'ils ont prévu une mine de fer dans leur jardin pour refaire leurs outils quand ils auront cassé leurs pioches, etc. Je ne sais pas s'ils ont prévu des hôpitaux à 10-12, là, s'ils sont organisés pour avoir un petit service de santé dans leur communauté, pour réparer, je sais pas, hein, voilà, des petits pépins, hein, on a vu tout à l'heure. Donc non, donc les survivalistes, ça va pas tenir longtemps. En tout cas, peut-être, mais c'est vraiment égoïste pour le coup, hein, mais c'est peut-être ce qui nous attend, ceux-là vont pouvoir tenir plus longtemps, en tout cas le temps que les autres, donc nous, quoi, dans la merde, là, on réussisse à réinventer une société chouette, là, celle-là, quoi. Eux, pendant ce temps-là, ils vont essayer de maintenir leur niveau de vie. Bah, c'est un peu le pari des survivalistes. Mais ça nous pend au nez, hein. Donc en France, pas tant que ça. Pourquoi en Amérique? Parce qu'en Amérique, ils sont déjà de toute façon tous armés, hein. Donc le fait qu'ils y pensent par rapport à la fin du pétrole, c'est assez logique. Ce qui fait aussi prédire qu'en termes de conséquences, quand je disais la guerre, on pourrait aussi rajouter des guerres civiles. Et donc la guerre civile aux États-Unis est de loin la plus probable, mais qu'ils ont déjà tous des armes. Contrairement, c'est une grande avance, hein, dans la guerre civile par rapport aux autres nations. Donc, individuellement, bon, bah, ce qu'on peut faire, c'est anticiper ce qui va manquer en premier. C'est-à-dire, individuellement, même si ce n'est pas ça l'essentiel de mon propos, hein, si vous êtes chauffé au fioul, c'est de changer de système tout de suite. Ou alors, parce que si vous avez des convecteurs électriques avec une maison mal isolée, ce qui est encore pire qu'un chauffage au fioul dans une maison correctement isolée, hein, le plus important, c'est sans doute d'isoler correctement sa maison. Et si vraiment, ce qui est probable aussi, hein, c'est que si d'ici quelques hivers, un hiver plus rigoureux que les autres nous fera consommer plus de fioul que les autres hivers, il est probable que certains, en France, ne puissent pas s'acheter de fioul, hein, et que donc, bah voilà, il n'y ait pas de fioul du tout, quoi. Donc isoler son habitat, à ce moment-là, tout le monde va vouloir le faire, évidemment. Donc quand des millions de personnes vont vouloir simultanément racheter de la laine de verre, ou encore mieux, etc., la laine de verre va donc augmenter. On va donc avoir un phénomène de rareté, vous voyez. Donc bah, individuellement, on peut commencer dès maintenant à isoler sa maison pendant que ça coûte pas trop cher et que c'est possible. Parce que donc, au-delà de la rareté, et peu importe le coût, je vous le dis tout de suite, on n'aura pas les moyens d'isoler correctement toutes les maisons mal isolées de France, quoi. Ce qui est pourtant, voilà, grâce aux convecteurs et à l'énergie abondante, on peut se permettre pour l'instant d'avoir des logements pas isolés et de chauffer l'extérieur.
c'est possible, ça ne va pas durer forcément longtemps. Donc après, réduire votre consommation, c'est-à-dire que votre facture EDF, par exemple, ou doivent vous servir, peuvent nous servir de guide et d'essayer, si on veut s'y préparer le mieux possible, réduire petit à petit notre consommation, ce qui fait que le moment venu, nous aurons déjà fait nos choix là-dedans, de savoir ce qu'on peut réduire, et on se sera déjà créé un mode de vie qui fait qu'on pourra se passer d'une partie de tout ça, quoi, hein. Parce que quand je vous dis que les produits vont coûter plus cher, concrètement pour nous, comme conséquence, ce que ça va avoir, ça va être une baisse de pouvoir d'achat, donc une baisse d'argent, quoi. Donc il ne faut pas forcément voir ça en baisse de pétrole ou je sais pas quoi. Pour nous, au quotidien, dans les 20 ans qui viennent, ce qu'on va voir surtout se développer, c'est des produits qui vont devenir plus chers et nos salaires qui vont stagner ou régresser ou je sais pas quoi. On va avoir moins d'argent, quoi. Bon, ça va pas suffire, hein, on est bien d'accord. Après, qui dans la salle a un métier viable dans un monde de l'après-pétrole, qui pense qu'il peut vivre de son métier d'ici 30 ans si le scénario que je propose là se réalise? 1, 2, 3. Donc en fait, c'est les mêmes que ceux qui peuvent bosser sans électricité, je crois. Voilà, donc individuellement, puis ça aurait aussi un intérêt pour la société, hein, ce serait de se former tout de suite à des compétences qui auraient une utilité, quoi, hein. Donc c'est vrai que souvent on pense aux patates, quoi. Il va falloir faire pousser des patates et je vais avoir faim. Et ça, le ventre. Certes, je ne pense pas qu'on va manquer de patates. Surtout si vous pensez que vous pourrez survivre en étant végétarien. Donc si vous acceptez de ne plus manger de viande par la suite, vous n'aurez pas besoin de patates. Je pense que vous aurez assez. Par contre, ce qui risque de manquer, c'est des cordonniers, des je sais pas quoi, enfin tout un ensemble de choses, hein, liées à tous ces secteurs-là d'ailleurs, hein. Réparateurs, ça a de l'avenir. Mécaniciens, réparer des voitures, réparer des frigos, des gazinières, etc. Ça a de l'avenir aussi. Donc, voilà, donc en fait, trouver des compétences qui auraient un sens, quoi, dans un monde de l'après-pétrole. Des circuits courts. Parce que quand je vous dis que la bouteille de ketchup, il y a pour l'instant 19 transports pour aller de la tomate jusqu'à votre frigo, à une échelle un peu plus collective, l'avenir, c'est de créer des circuits courts. Donc tout le monde connaît les AMAP, j'imagine, donc le système de panier bio, bio en général, en tout cas directement du producteur au consommateur. Et là, du coup, les circuits courts, on peut aussi les imaginer sur un ensemble de secteurs, quoi. Donc, par exemple, quand je pense aux éoliennes, là, il y a un monde entre les éoliennes fabriquées par Total, donc avec une logique capitaliste, où leur objectif étant de faire du profit. On peut estimer que d'ici peu, ils laisseront l'électricité à ceux qui en ont les moyens, et ils la couperont à ceux qui n'en ont pas. Que l'électricité soit solaire, éolienne ou quoi que ce soit, il faut bien comprendre ça. Par contre, une éolienne, et ça existe, qu'un collectif de personnes achèteraient, donc c'est pas du coup les modèles méga énormes de Total, hein, c'est le modèle plus petit. Bon, bah, ceux-là, du coup, si on peut les réparer nous-mêmes, les entretenir nous-mêmes, les faire fonctionner nous-mêmes, du coup, on va acquérir une certaine indépendance, quoi. Donc les circuits courts, il faudrait les élargir bien au-delà des AMAP, en fait. C'est tous les secteurs économiques qu'il faudrait repenser en circuits courts. Mais encore plus que des circuits courts, quand je vous dis qu'on va avoir un chômage de masse, un crash du dollar, des émeutes, etc., je pense que nos droits sociaux vont être attaqués. Au tout début, vous l'avez dit aussi, vous les avez nommés les droits sociaux comme étant des grands acquis depuis 2 siècles, depuis l'industrialisation. Le chômage, la sécu, la retraite tiennent non pas sur la croissance, mais sur l'emploi. Comme l'emploi va se casser la gueule, on peut estimer, avec certitude, de toute façon, que ces systèmes-là vont tomber. Parce que moi, ça me fait bien rigoler, l'âge de la retraite. Ils vont tomber. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il est absolument impossible d'avoir un système de solidarité dans un monde de l'après-pétrole. Je suis en train de dire, notre système actuel va tomber. Il va falloir en rebâtir un autre. Donc, je pense que ceux qui s'en sortiront le mieux seront ceux qui auront autour d'eux suffisamment de réseau social pour réussir à s'en sortir, même quand ils seront vieux, quand ils seront malades, ou quand ils seront au chômage. Donc le plus important, encore plus que les circuits courts, je pense que c'est de se fabriquer des amis. Mais des amis, des vrais, hein, des trucs solides, quoi, hein, des amis, des gens qui seraient prêts à vider leur compte en banque pour vous soigner, vous voyez. Des gens, on est solidaires, forts, quoi, hein. Donc ça va vers ça. Et encore une fois, pour se fabriquer des amis, un truc en disparition, donc maintenant il y a des sites internet pour en avoir des faux et tout ça, mais... Bah ouais, vous savez, comment ça s'appelle, sur Facebook, tout le monde a 3000 amis, là, mais quand il faut déménager, on en a plus que 2, quoi, hein.
Ouais, bah, c'est ceux-là qui comptent. C'est ceux qui seraient prêts à vous aider pour déménager, en fait. C'est ceux-là qu'il faut augmenter comme nombre d'amis, quoi. C'est pas les amis Facebook. Et là, du coup, après les arts politiques, donc après cette association surtout, hein, qui cherchait à inventer des formes de débat public dans la rue, etc., on s'est dit, il faut faire évoluer les mentalités, vraiment. C'est-à-dire qu'il faut que les gens prennent conscience, aient envie de se rapprocher les uns des autres, créer des circuits courts, des réseaux sociaux et tout ça. Donc en fait, sur une ville comme Tours, qui est déjà une grande ville, hein, on va jamais y arriver avec nos petits panneaux et nos petits machins comme ça, à poser des questions aux gens dans la rue, là, ça va jamais suffire en fait ce truc-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un territoire beaucoup plus petit, on va prendre l'échelle d'un village, et puis on va essayer de s'y installer dans la durée. Comme ça, si on utilise tous ces mécanismes de débat public, voilà, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans sur un petit village, à force, il y aura des circuits courts énergétiques, d'alimentation, de trucs et de machins, voilà. On va créer une autarcie à l'échelle d'un village, une nouvelle démocratie participative et tout ça et tout ça. Alors on s'est complètement planté, parce qu'on est arrivé un peu comme des Parisiens en province. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec notre savoir sous le bras, en fait, et les gens nous ont dit qu'on était bien gentils, mais qu'ils n'avaient pas besoin de nous pour avoir des amis, et qu'ils voyaient à peu près très bien comment vivre sans qu'on leur donne des leçons, en fait. Et là, j'ai compris un autre truc hyper important dans le militantisme, c'est qu'on ne vient pas dans une structure, dans une association, dans une soirée, parce que le contenu nous plaît. Parce que nous, on faisait des super contenus. Hein. Je vous assure que nos soirées, elles étaient géniales. Hein. Super animées et tout. Hein. On y vient parce qu'on connaît les gens qui l'organisent. Et là, d'un coup, j'ai compris pourquoi dans un quartier, le couscous interculturel, mais bidon, hein, avec juste des tables en bas des immeubles, ça marche super bien. Ou pourquoi les lotos organisés par la paroisse ou quoi sont remplis de monde. Et pourquoi mes super soirées, super animées, ont connu des échecs retentissants, en tout cas dans ce village-là, à Saint-Antoine. En fait, on ne s'est pas pris de la bonne manière, quoi. Et je crois qu'on ne s'est pas intéressé aux gens, en fait. Mais je pense que c'est ça le plus dur, hein, toujours est-il, hein, voilà, s'intéresser aux gens. Hein. Alors, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça vous rend joyeux? En fait, cette conférence, mes petits outils là pour créer des débats publics, j'en suis pas sûr. Je vais m'en rajouter des couches un peu sur le côté pessimisme. Donc, il y a un philosophe qui s'appelle Méheu, que certains connaissent hein, aussi, qui a écrit La politique de l'oxymore, et qui dit que notre système a une telle inertie que de toute façon on n'est pas du tout préparé au choc pétrolier à venir, au choc énergétique à venir. On n'y est pas du tout préparé. Et que ce scénario, quand il va se dérouler au fur et à mesure, va créer non pas une prise de conscience qui va développer des réseaux sociaux, etc., des amitiés, etc., mais va créer une fuite en avant, et que chacun va chercher à se débrouiller par tous les moyens pour maintenir son niveau de vie et continuer à apporter du McDo à ses enfants, et que donc l'inertie du système va être telle qu'on devrait connaître la fin de l'humanité dans le siècle à venir. Ça, c'est sa position. Alors que voilà, ça va être la guerre, tout ça, machin, hein, que voilà, en fait, on va niquer, alors, non pas la Terre, hein, je ne dis pas que la Terre va exploser, hein, mais on va détruire les possibilités d'une vie humaine sur Terre. Voilà, c'est sa position. Au niveau des climatologues, il y a par exemple le Lovelock, donc un climatologue réputé, qui indique qu'on risque d'utiliser tout le pétrole restant. Hein. On va y aller, donc ça va poser des problèmes, tout ce que je vous dis là, mais on va quand même utiliser le pétrole qui reste, on va quand même le brûler, quoi. Hein. Et que par compensation du pétrole, on va certainement réouvrir des centrales à charbon, notamment en Chine, hein, ce qui fait que la Chine risque de devenir le principal ennemi là, en termes de nation, là, le péril jaune. Je pense qu'on va aller vers là. Et que le charbon, les centrales à charbon sont responsables à elles seules de 20% des émissions des gaz à effet de serre. Donc le réchauffement climatique, c'est notamment les centrales à charbon. Donc à cause de la fin du pétrole, si les Chinois reprennent du charbon, ça va accélérer le réchauffement climatique. Donc Lovelock dit que si on ne sort pas du capitalisme d'ici 10 ans à l'échelle mondiale, et que donc on utilise tout le pétrole restant, les moitiés du charbon, le réchauffement climatique pourrait être de l'ordre de 8 degrés sur Terre, en moins d'un siècle, auquel cas la Terre ressemble à un désert et les survivants se regrouperont autour de l'Arctique. C'est son scénario. Ce à quoi Méheu répond, de toute façon, une fois qu'on sait tout ça, c'est pas beaucoup plus agréable de ne rien faire. Et puis ceux qui disent, de toute façon, c'est condamné, donc ça sert plus à rien, Méheu rappelle en tant que philosophe hein, que dès la naissance, on est tous condamnés à la mort,
et que si cette simple condamnation à mort, par le fait qu'on soit mortel, annihiler chez nous toute volonté de faire quoi que ce soit, bon ben, du coup, ce que je vous raconte ce soir ne va rien changer du tout, en fait. Hein. Et il rajoute aussi d'ailleurs que le meilleur moyen de prévenir une catastrophe, c'est encore d'en avoir conscience. Et donc, même si certains déclament que ces discours catastrophistes créent de l'impuissance, lui répond que ne pas en parler ne va pas créer beaucoup plus de puissance à agir sur ces phénomènes-là, quoi. Ceci dit, effectivement, quand eux parlent d'impuissance, ça me semble être la clé. C'est-à-dire qu'on connaît tous bien plus de choses que ce qu'on est capable d'utiliser dans notre quotidien, même en tant que militant, hein, par exemple. Et donc là, il y a quelqu'un qui s'appelle Saul Alinsky, qui est le père de l'organisation communautaire aux États-Unis, qui est une autre forme de militantisme, et qui lui parle de pouvoir d'agir. Et qui dit que s'il ne se passe rien, etc., c'est qu'on nous bassine tous les jours, notamment par les médias de masse, par les optimistes, le fait qu'il y a un rouleau compresseur mondial, et que peut-on faire, nous, petites choses humaines, au milieu de ce grand monde qui est détenu et bougé par des forces bien plus puissantes que nous, et qu'en fait, ces discours-là créent de l'impuissance, et que c'est là-dessus qu'il faut agir. Alors comment ? Il y a aussi une théorie, hein, je vous la livre aussi. Donc il dit, comme tous les pédagogues révolutionnaires, en gros, pour commencer, il faut s'adresser aux gens un par un en s'intéressant aux gens. Voilà. Donc lui, il dit aussi en micro-trottoir, dans la rue. Donc ça commence toujours un peu pareil, en fait. Hein. Moi, j'ai pas trouvé d'autres alternatives pour commencer, même si on est loin d'abattre le capitalisme au niveau mondial, il faut bien commencer par là, quoi. Donc il va dans la rue et il demande aux gens, c'est quoi leur problème, etc., etc. Et donc il l'a fait notamment sur l'exemple du logement dans des taudis en Amérique. Donc il était voir des gens dans la rue, il leur a demandé quels sont vos problèmes de logement. Donc pour ceux qui en avaient, il leur a demandé s'ils pouvaient aller chez eux pour prendre en photo leurs problèmes de logement. Donc il s'est intéressé à eux, vous voyez. Ensuite il leur a dit, je vous invite à une réunion vendredi prochain. Et puis là, dans cette réunion, il n'y aura pas d'experts, il n'y aura que des gens comme vous qui viendront témoigner de leurs problèmes de logement. Donc c'est vous qu'on va écouter. Vous ne viendrez pas écouter les experts, c'est moi qui vais venir vous écouter tous ensemble, quoi. Donc cette réunion se programme, parce qu'il s'est intéressé aux gens un par un auparavant, les gens viennent, les gens témoignent un par un de leurs conditions d'habitat, avec les photos à l'appui. Et là, Alinsky dit, la clé, c'est de nommer l'ennemi. Et il prévient, donc ça c'est en 1960-70, hein, il prévient dans 30 ou 40 ans, ça risque d'être ça le plus difficile, de nommer l'ennemi. Parce qu'une pacification, le conflit fait peur, il y a une langue de bois qui empêche de nommer les rapports sociaux de violence et de domination, etc. Donc ça va devenir un peu compliqué de nommer l'ennemi, mais c'est pas grave, nommons l'ennemi. Et donc comment ils ont fait Ils ont fait une manif, donc après il explique qu'il faut choisir des formes d'intervention qui soient décalées par rapport à ce que le pouvoir s'imagine que vous allez faire. Donc la forme la plus classique en Amérique, c'est la manifestation. Donc, vous savez, en Amérique, ils manifestent en tournant en rond comme ça. Alors, vous savez pourquoi ? Parce qu'en Amérique, on n'a pas le droit de rester assis comme ça. Ça, j'ai pas le droit de le faire en Amérique. On n'a pas le droit d'être statique dans l'espace public en Amérique. C'est pour ça que faire un sit-in en Amérique, c'est une action extrêmement violente, parce que ça défie fortement les lois américaines, quoi. Alors que s'ils tournent comme ça, ils ont le droit. C'est pour ça qu'ils tournent en rond sur les trottoirs en Amérique. Ah mais tout le monde en est là à trouver des astuces, hein, comment on peut lutter. Donc c'était écrit sur les panneaux, monsieur machin est un salaud, il profite de nous, il nous fait payer des loyers exorbitants pour des taudis, donc avec des photos en grand, vous savez, en Amérique, ils sont très sur les trucs visuels comme ça là. Bon, alors, et donc ça se passait non pas devant l'agence immobilière, hein, qui était responsable du logement qu'ils avaient, mais devant l'appartement privé du propriétaire. Et donc derrière ça, ils donnaient des flyers, donc leurs trucs, aux commerçants du quartier, aux voisins du propriétaire, etc., etc. En disant, si lui ne plie pas, s'il se fait emmerder par sa boulangère, par ses voisins, etc., qui disent, bon écoute, t'arrêtes de ramener des pauvres dans notre quartier quand même, il pourrait finir par accepter de rénover les logements, hein, c'est ça l'objectif. Et il dit, si vraiment ça ne marche pas, ce qui est déjà rare dans son expérience, vous allez devant l'appartement des parents du proprio. Et là, 100% de réussite, hein. Alors, si vraiment le fiston il plie pas alors que ses parents se font emmerder par leur boulangère, leurs voisins et tout ça, c'est sûr, hyper efficace. Et donc, une fois qu'on a obtenu ça, c'est quoi l'objectif ? C'est d'avoir un papier, même qui n'a pas de valeur juridique, hein, où le proprio s'engage moralement, quoi, à rénover les logements dans un délai de 3 mois, je sais pas quoi, un truc raisonnable. Et derrière, dernier truc à faire la fête. Voilà, il insiste beaucoup là-dessus, en disant peut-être aussi nous avons perdu un peu l'esprit de la fête, où quand la fête consiste à s'alcooliser le samedi soir pour oublier sa dure semaine de travail et se préparer à la suivante,
c'est peut-être pas une forme de fait qui permet de créer une conscience de classe et donc de lutter efficacement contre les formes de domination, voilà. Donc notamment cela. Hein. Et que donc faire la fête, ça signifie voilà, fêter ensemble quelque chose qu'on a obtenu collectivement, quoi. Et donc même si le gain est minime, là on a fait plier un proprio qui va refaire une toiture, bah, c'est pas grave, faisons la fête. Donc les gens vont communier ensemble et ensuite ce groupe de personnes qui aura réussi à faire plier un proprio va sentir qu'il est capable d'agir sur le monde. Et donc une fois qu'on a fait plier un proprio, peut-être ils vont réussir la fois d'après à faire plier voilà, un immeuble, puis une rue, puis un quartier, puis une ville, puis un département, un État, etc. etc. Mais tant qu'on ne commencera pas par le niveau le plus bas, nous aurons une masse de gens énormes qui s'estiment impuissants à agir sur quoi que ce soit. Donc on restera les 100 000 convaincus qui allons à la conférence de Vershave, qui venaient à la conférence du pavé, etc. etc. Donc on reste 100 000, quoi. Hein. Donc c'est un peu ça l'idée d'Alinsky. Je l'ai expérimenté une fois, sans vraiment connaître à l'avance Alinsky, ça s'appelle le Festin des feignants. Et donc, on avait mis notre caravane de toilettes sèches, là, donc on avait viré les toilettes sèches à l'intérieur. Hein. Donc à la place, on offrait le café à l'intérieur et on s'était mis devant les ANPE de Brest. Et donc, on leur demandait simplement aux gens qui sortaient de l'ANPE ou du Pôle emploi aujourd'hui, comment ça s'est passé. C'était très rigolo comme question, ça marcherait bien aujourd'hui aussi, je pense. Et on leur offrait un café avec. Donc on s'intéressait à eux. Puis on les a invités sur un festival, 3 jours, un chapiteau extérieur dans une cité, sur le chômage, avec des films de Gilles Balbastre, etc., enfin, pour ceux qui connaissent, hein, qui expliquent que si on est chômeur, c'est pas qu'on est nul, c'est que c'est le système qui produit ça. Et que donc il ne faut pas que les gens se plaignent, s'estiment victimes, enfin ils sont victimes, et donc il ne faut pas qu'ils s'estiment coupables de leur chômage. Et donc le 3e jour, il n'y avait pas de contenu. C'était juste un festin. Donc on a offert comme ça un festin qui durait toute la journée. Donc voilà, on avait 200 chômeurs, hein, c'était rempli. Donc on a dit aux chômeurs, bah, maintenant que vous avez eu pendant 2 jours du contenu qui vous explique ce qu'il faut comprendre du chômage, bah, faites-en ce que vous voulez. Et ils ont eu une drôle d'idée qui nous a tous dépassés dans l'association. Ils ont fait un réseau d'alerte. Un réseau d'alerte, c'était une chaîne téléphonique, voilà, un truc bête et méchant, qui fait que dès que quelqu'un avait la visite d'un huissier, en 2 coups de téléphone, il avait une demi-heure plus tard 30 ou 40 personnes dans la cage d'escalier qui empêchaient l'huissier de faire son travail. Extrêmement efficace. Et effectivement, ces gens-là, sans nous, des gens non militants, non politisés, non incartés, vous voyez, ont réussi en quelques semaines à empêcher des expulsions, quoi, concrètement, quoi. Et alors là, ça a été fabuleux. La deuxième conséquence, c'est que l'association qui organisait ça a tout de suite eu des problèmes avec la mairie, évidemment. Bah ouais, parce que l'éducation populaire, telle que le pouvoir est prêt à la subventionner, à la défendre, ça consiste justement à faire des livres, des conférences, des soirées débats, des choses dans des salles, quoi. Ça consiste à faire de l'éducation qui ne sert à rien, l'éducation qui ne change rien. Ça, il n'y a pas de souci, même le pouvoir vous donne de l'argent pour faire ça. Par contre, si vous vous mettez, vous comprenez bien qu'une mairie ne va pas subventionner une association dont le rôle va être d'empêcher la mairie de faire son travail, à savoir d'expulser les pauvres, etc. Enfin, je veux dire, c'est même compréhensible, quoi. Hein. Donc je me suis rendu compte, certainement, que tout ce travail d'éducation populaire, tout ce travail dans la rue, tout ce travail qui consiste à s'adresser aux non-convaincus ne pourrait pas être subventionné. Et c'est peut-être son problème, c'est peut-être pour ça que ça se diffuse peu. C'est qu'aujourd'hui, le militantisme est devenu professionnel. Pas entièrement, hein, il reste de nombreux bénévoles, et ici et là, il y a des luttes, et il y en aura toujours, par des gens dominés, voilà, encartés, militants ou pas, qui se lèveront et qui lutteront. Mais sinon, on va agir sur ça. En tout cas, il va falloir admettre que ça va être en dehors des cases, des subventions, des financements. Ou alors jouer avec, à la marge. Notre solution. Ça s'est fait, hein. D'ailleurs, cette association n'est pas morte pour autant. Hein. Depuis, sur Brest, elle continue ailleurs, autrement, etc. Donc, c'est quand même possible. C'est quand même possible, mais ça ne va pas être facile. Je pense qu'il va falloir apprendre à renoncer au confort matériel et qu'il va falloir apprendre, surtout aux non-convaincus, aux masses, à renoncer au confort matériel. Et ça ne va pas être facile. Et d'ailleurs, maintenant, je vais demander à Ivan d'envoyer la petite musique qui signale qu'il ne reste plus que quelques minutes de conférence gesticulée, qui va me permettre de délivrer mon message final. Il va falloir renoncer au confort matériel. Il va falloir qu'on soit des millions à renoncer
à ce confort-là. Un niveau de vie jouable au niveau planétaire, ça consisterait à ce qu'on ait chacun 30 esclaves énergétiques. Chacun 30 esclaves énergétiques. On pourrait maintenir ça. Si on avait chacun 30 esclaves, a priori, les émissions de gaz à effet de serre seraient tenables pour que l'humanité puisse continuer à vivre. 30 esclaves énergétiques, c'est le niveau de vie actuel d'un Indien ou d'un Marocain. Donc notre niveau de vie, d'ici 30-40 ans, le plus haut niveau de vie tenable, ce serait le niveau de vie d'un Indien actuel. Vive le réchauffement climatique alors? Parce qu'on pourrait se dire que si le réchauffement climatique s'accélère, peut-être que du coup, non, si la fin du pétrole s'accélère, peut-être que du coup, on aura moins de réchauffement climatique. On peut aussi espérer que la fin du pétrole nous permette d'éviter le réchauffement climatique et que donc l'humanité puisse continuer son chemin dans les siècles à venir. C'est pas gagné parce que la fin du pétrole, a priori, on va se rabattre sur le charbon. Donc il va falloir lutter aussi contre les centrales à charbon chinoises. Il va falloir empêcher les Chinois d'avoir des voitures individuelles, alors même que nous en avons déjà depuis longtemps. Il va falloir faire accepter aussi aux Français, aux Chinois, aux Américains, que tout ce niveau de vie que nous avons là, il n'est pas du tout acquis pour la vie. Il n'est pas acquis pour nos enfants. Nos enfants ne connaîtront pas ce niveau de vie-là, et nous-mêmes, nous allons décroître. Et ce n'est pas la faute ni aux Chinois, ni aux gauchistes, ni aux islamistes, ni à qui que ce soit, parce que je vous le dis, les optimistes ne diront jamais qu'il y a un problème énergétique dans le monde. Ce sera toujours la faute à quelqu'un, les Chinois, les Arabes, qui vous voulez, mais ce sera toujours la faute à quelqu'un, il y aura toujours un ennemi à combattre, mais jamais ils ne remettront en cause le fondement de notre société industrielle, jamais. Ça va être dur de convaincre tous ces gens-là. Ce qu'on peut se dire, mon espoir en tout cas, c'est que puisque on va souffrir, en tout cas, on va devoir apprendre à se passer petit à petit de tout ça, certainement que une proportion de gens de plus en plus grande va être concernée, va être volontaire pour l'action collective. Et donc, toutes ces alternatives vont prendre de la place. Plus elles prendront de la place, moins le choc sera violent. Il va falloir que l'envie de réussir soit plus forte que la peur d'échouer. Il va falloir, enfin, lutter contre le développement durable. Ça veut dire quoi le développement durable? C'est croire, notamment en écoutant une petite musique débile, qu'il est tout à fait possible de continuer à jouer et mettre des petits moulins dans des ruisseaux d'eau pure, qu'on a tous envie de construire ces petits moulins dans les ruisseaux d'eau pure. D'ailleurs, on est très proche de ce petit enfant qui mange des saucisses knacky derrière. Et que nous aussi, nous avons le goût des choses simples. Je crois qu'il va falloir admettre, et je conclurai sur ça, qu'on est bien loin d'avoir le goût des choses simples. C'est le premier truc duquel il va falloir se débarrasser, c'est d'admettre que nous-mêmes, on est bien englués là-dedans, quoi. À la limite, si j'étais honnête, je vais l'être. Je vais vous dire que chez moi, depuis que j'ai quitté mon association à Brest, j'ai une petite maison avec un jardin en location. J'ai un jardin pourtant. J'ai même pas mis de toilette sèche. C'est tellement plus simple d'appuyer sur un bouton et de ne pas se demander ce que deviennent nos cacas. C'est tellement plus simple d'appuyer sur un bouton, d'avoir de l'eau chaude, de l'électricité, du chauffage, des hamburgers, sans se demander ce que ça provoque derrière. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté 2 heures. J'espère que ça vous aura plutôt redonné le goût de l'action collective que le goût d'en profiter le plus longtemps possible. Et puis, j'espère que knacky ou pas, on essaiera d'aller vers des choix de vie plus simples. Merci beaucoup. Vous aimez ça la fin du monde en fait?